La traque se poursuit. Un pilote américain est toujours recherché. Son avion a été touché par la défense iranienne hier en milieu d'après-midi. Les États-Unis tentent de l'exfiltrer, mais vous allez le voir sur ces images de propagande iranienne, les milices iraniennes le traquent aussi, évidemment, pour le capturer. Combien de temps ce soldat peut-il tenir ainsi dans de telles conditions ? Est-ce un tournant dans ce conflit ? On en parle avec nos invités. Rina Bassist, vous êtes correspondante pour le journal américain Al Monitor. Bonjour. Peyman Azmoudeh, vous êtes franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient au sein du cabinet Forward Global. Guillaume Anciel, ancien officier et écrivain, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Et à distance, Michel Polaco, expert en aéronautique et spécialiste des questions de défense. Avec nous aussi, Anthony Bélanger, notre spécialiste des questions internationales. Et justement, Anthony, la course contre la montre, elle se poursuit pour les États-Unis pour retrouver leurs compatriotes dans le sud-ouest de l'Iran. Oui, c'est un poil compliqué. Alors, ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand que le premier a été récupéré assez tôt, dans les 2 heures, si celui-là n'a pas été récupéré après une nuit de présence sur place et probablement aujourd'hui donc la matinée, c'est parce que je rappelle qu'il est 1h30 de plus en ce moment en Iran, donc il doit être aux alentours de 11h, 11h30. Ça montre que soit le terrain est très difficile d'accès, soit tout simplement qu'il est lui-même difficile d'accès. Il faut d'abord commencer par le repérer, puis ensuite envoyer les troupes nécessaires. Les premières informations venues de la presse américaine montrent que des forces spéciales seraient en place, en train d'intervenir sur le terrain sur place. Et quand on demande aux militaires américains ce dont ils ont véritablement besoin, un minimum d'unités dont ils ont besoin pour pouvoir faire une opération qu'on appelle Research and Rescue, ils expliquent qu'ils ont besoin de 10 à 20 commandos, probablement amenés sur place par des hélicoptères de transport, ce qui est déjà en soi extrêmement difficile, qu'ils ont besoin aussi de ce fameux avion qui a d'ailleurs été abattu hier, qui est le A-10, qui est un avion qui sert grosso modo à tondre la pelouse, comme disent les militaires américains, c'est-à-dire à dégager le terrain quand il s'agit d'aborder un endroit précis. Mais d'ailleurs, dont le pilote s'est éjecté vivant. Oui, ça c'était pour hier. Mais ils ont besoin, ces hommes, les militaires américains, d'une 10 à vingtaine de commandos, d'hélicoptères d'attaque qui sont même prévus pour ça. Ils ont besoin d'A-10, c'est-à-dire de ces jets de combat sol-sol qui permettent de nettoyer le terrain devant eux. Et ils ont besoin en fait d'une sacrée infrastructure pour approcher une région qui, en plus, depuis hier, c'est beaucoup vers lequel convergent beaucoup de troupes iraniennes qui attendent de pied ferme les troupes américaines. Justement, Peyman Azmoudeh, sur ce terrain difficile d'accès qu'a évoqué Anthony Bélanger, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On est dans les montagnes. On est dans les montagnes de Zagros. Donc déjà, il faut se rappeler, l'Iran, c'est un pays extrêmement montagneux. C'est du terrain très compliqué, effectivement. Et c'est du terrain tribal, historiquement. Donc, on dit c'est le pays des Bartiori. Donc, les tribus des Bartiori, des Lor, en fait, qui habitent... Semi-nomades. En fait, semi-nomades, de moins en moins, quand même, depuis 100 ans, déjà. Mais, effectivement, on est dans le Khouzestan, on est dans le sud-ouest. C'est un terrain qui est plutôt difficile d'accès, même pour le régime iranien de temps en temps. En fait, il faut se rappeler qu'en fait, dans ce même terrain, c'est là où on a vu les premières manifestations, ou certaines des premières manifestations contre l'État il y a 3 mois. Donc, effectivement, il y a un petit débat qui s'est fait entre les analystes. Donc, sur place, il y a des gens qui sont contre le régime. Tout à fait. Tout à fait. Donc, effectivement, je pense que pour ce malheureux pilote américain, ça s'était demandé un peu sur si jamais il tombe sur des locaux, sur qui il va tomber. Et justement, si ce pilote tombe sur des gens qui sont contre le régime, est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là le cachent ? Ou c'est très compliqué ? On peut tout imaginer. De toute façon, comme j'ai dit, on parle d'une population qui a déjà payé très, très cher leur résistance à ce régime il y a 3 mois. Mais effectivement, c'est extrêmement compliqué de savoir sur place les sentiments
des locaux. Mais après, effectivement, je pense qu'on ne va pas en arriver là. De toute façon, le régime a quand même mobilisé beaucoup d'hommes. On l'a vu sur la presse. On a vu ces images, hier. notamment Tout à fait. Oui. Et effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui vont se faire des deux côtés pour se les trouver. Mais après, je pense qu'il vaut mieux laisser la parole à mon ami Guillaume, parce que je sais que tu as piloté des missions de ce genre. Guillaume Ancel, le fait qu'on a peu de communication, notamment les États-Unis, on ne sait pas ce matin s'il est vivant ou s'il est mort. Il n'y a pas de communication du côté iranien, pas de communication du côté des États-Unis. Mais on se dit que si justement il n'y a pas de communication, c'est que cet homme, a priori, il est toujours en vie et il se cache. Ça montre aussi que le président Donald Trump est dans l'embarras. Parce que, en fait, la perte d'un pilote qui se crache en territoire ennemi, c'est exactement comme un incendie. Plus vous attendez, et plus les dégâts sont amples ou risquent d'être amples. Pourquoi ? Parce que un pilote, là, c'est un officier système d'armes, c'est le copilote du F-15E. Sa spécialité, c'est d'utiliser les systèmes d'armes très sophistiqués qui sont embarqués par ce F-15. Le F-15E, c'est un très gros appareil, hein, c'est 1,5 fois un Rafale, hein, c'est un énorme appareil de combat. J'en ai guidé dans les Balkans, il est très impressionnant. Mais en fait, cet officier système d'armes, il est spécialisé là-dedans, c'est pas un combattant au sol. Donc quand il s'éjecte, c'est une procédure de secours. Il est assommé. En fait, il est sous une fusée qui explose sous lui. Il est projeté à 20 G en l'air. Et puis après, il se retrouve sous un parachute à moitié groggy. Et en général, quand il atterrit au sol, il se prend de nouveau une claque. Donc, il est à moitié commotionné. Il est fragile. Il a quasiment aucun équipement sur lui. Il a un peu d'eau. Il a de la nourriture lyophilisée. Il a une balise. Il a un pistolet automatique. C'est pas avec ça qu'il va faire la guerre contre les gardiens de la Révolution. Et ce qu'il va faire, c'est essayer de fuir le plus loin possible de l'endroit du crash, puisqu'il sait que c'est là que toutes les forces vont converger. Et du coup, les Américains sont obligés de stopper toutes leurs opérations. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux Israéliens de stopper les opérations dans cette zone, pour se concentrer uniquement sur la récupération de leurs pilotes. Le premier pilote, Anthony l'a rappelé, il le récupère assez vite. À mon avis, ça n'a pas été facile, puisqu'on sait qu'il y a 2 hélicoptères qui ont été mitraillés, il y a des blessés. Rassurez-vous, les Américains vont sous-estimer en permanence l'ampleur des pertes, pour ne surtout pas affoler. Parce que quand on va récupérer comme ça dans une mission de ce type, le risque, c'est les surpertes. C'est en fait de tomber dans des embuscades. Qui sont engagés aussi dans ces opérations de sauvetage. Et si pour amener un pilote, vous alignez 15 morts et 150 blessés, franchement, c'est pas terrible pour Donald Trump, qui vient d'annoncer qu'il avait anéanti les forces iraniennes. Donc c'est juste une contradiction totale. On en reparlera d'ailleurs. Mais surtout, le plus dramatique pour Trump, c'est que si jamais les Iraniens s'emparent de ce pilote, ils vont s'en servir comme une pièce de négociation essentielle. Et ça veut dire que la négo, qui était déjà mal embarquée, parce que Trump avait estimé que le gouvernement était à terre, et il nous montre tous les jours que ce n'est pas le cas. Mais en plus, s'ils ont quelqu'un exhibé sur les médias sociaux et dans les médias tout court en montrant qu'il pourrait lui infliger les pires traitements, la société américaine ne le supportera pas. On va évoquer justement les conséquences de cette traque et potentiellement de cette capture par la suite, mais sur vraiment cette traque aujourd'hui, Rina Bassist, les Israéliens aussi ont annoncé avoir envoyé des forces, en tout cas être aux côtés des Américains dans ces recherches. Oui, être des côtés des Américains, mais pas de façon active, sûrement pas sur le terrain. S'il y a des forces sur le terrain, comme les Américains n'ont pas reconnu officiellement, mais on peut se supposer qu'il y en a, il n'y a pas des Israéliens. Donc, côté israélien, c'était d'abord, comme c'était bien expliqué, ils ont cessé toutes opérations dans cette région, donc il n'y a pas de bombardement là-bas. Et on peut s'imaginer aussi qu'il y a beaucoup d'efforts côté des renseignements de la part des Israéliens. Je veux aussi préciser, en Israël, on connaît très bien cette situation, notamment avec la question de Ron Arad, ces copilotes qui étaient éjectés. C'était plus ou moins le même scénario qui était éjecté sur le essai libanais en 1986. Les pilotes a été sauvé et Ron Arad est disparu, a priori attrapé par l'organisation Amal. Ça est devenu un traumatisme national pour ma génération en tout cas. C'est encore un traumatisme national parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et là, ça met l'accent justement, les premières heures sont cruciales.
Et si on n'arrive pas dans les premières heures de le localiser, les chances à le retrouver diminuent très très rapidement. Alors, on va tout de suite partir voir notre correspondant RFI France 24, Siavosh Ghazi, parce que effectivement la liaison était un peu compliquée. Donc voilà, on vous a, Siavosh Ghazi, merci d'être avec nous. Cette capture, on imagine, c'est la priorité pour les Iraniens, qu'ils soient vivants ou morts. Une récompense a même été proposée à la population. Absolument, on ne connaît pas le montant de cette récompense, mais c'est la télévision iranienne qui l'a affirmé, demandant donc aux habitants de la région, aux villageois dans cette province montagneuse de Charbahar et Bakhtiari, donc de rechercher le pilote américain, qu'il soit mort ou vivant. On ne sait pas dans quelles conditions il se trouve. Ce qui apparaît un peu bizarre, c'est qu'on a trouvé, donc les Américains disent avoir récupéré le second pilote et pas le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu bizarre parce que en général c'est un signal qui est lancé par le pilote et donc normalement il peut être localisé et repéré immédiatement. Donc les autorités locales ont demandé aux habitants donc de donner d'abord de faire des recherches sur place et puis de donner toutes les informations sur les présences de forces hostiles, de suspects dans cette zone-là. Pour l'instant, à l'heure actuelle, il est pratiquement midi à Téhéran. Il n'y a pas de nouvelles informations sur le sort de ce second pilote. Les Iraniens disent également avoir abattu un second avion dans le détroit d'Ormuz, un avion A-10, mais également donc avoir endommagé 3 hélicoptères américains qui participaient aux opérations de sauvetage du premier pilote américain qui a été récupéré. Siavosh Ghazi, plusieurs sites ont été frappés, des sites pétrochimiques aujourd'hui et ce matin aussi à Téhéran. Absolument. La nuit dernière, il y a eu des frappes très importantes dans le quartier où je me trouve. Des bombes GBU ont été lancées sur des cibles à environ 2 kilomètres de chez moi. C'était vraiment des détonations sans précédent qu'on a entendues dans un quartier résidentiel qui est situé à 2 kilomètres, donc qui a été endommagé. Beaucoup de maisons ont été endommagées, y compris 200 à 300 voitures ont été endommagées dans ce quartier-là. Il y a là une antenne de la télévision d'État, la chaîne numéro 2 une antenne relais, mais aussi apparemment des installations des gardiens de la Révolution qui ont été visées dans ces frappes particulièrement puissantes. Et puis ce matin, donc une série d'installations pétrochimiques dans le sud de l'Iran ont été visées par des frappes israéliennes et américaines sans doute. Et puis j'ai vu ici, il y a une demi-heure, un nuage noir à basse altitude assez suspect. On n'a pas d'information de quel endroit cela provient, mais c'est un nuage visiblement toxique suspect, qui venait donc de la partie ouest de la capitale iranienne. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, d'avoir été avec nous en direct de Téhéran. Michel Polaco, je rappelle, vous êtes expert en aéronautique et spécialiste des questions de défense. Siavosh Ghazi nous évoquait plusieurs hélicoptères touchés. Ça va être la difficulté aussi pour les Américains aujourd'hui parce que ça y est, il fait jour, ce n'est plus la nuit. Les hélicoptères, ils sont exposés aux Iraniens. Oui, certainement, il va y avoir des difficultés, mais je tenais à vous dire que je n'étais absolument pas d'accord et que je contestais les propos très idéologiques et très catastrophiques de Guillaume Ancel. Pour ma part, d'abord, je n'oublie pas que le F-15 n'est pas un avion qui a le double de la taille du Rafale, mais à peine 20%. Deuxièmement, l'éjection est quelque chose qui est tout à fait supportable. J'ai personnellement un ami chasseur qui s'est éjecté 3 fois dans sa vie, donc ça veut dire qu'on s'en remet quand même très bien. Ensuite, les opérations de recherche ne sont pas terminées et elles seront peut-être suivies de succès. Peut-être que le pilote ou le navigateur est blessé, peut-être qu'il est obligé de se cacher, qu'il est cerné et qu'il évite de se signaler, de se montrer ou de se trahir. Les Américains, évidemment, doivent surveiller la zone et attendre un moment opportun. Bon, maintenant, s'il est mort, il est mort, c'est autre chose. Tout ça, on ne le sait pas et on l'apprendra dans les jours qui viennent. Dans les guerres précédentes, on a vu plusieurs fois des pilotes s'éjecter, des membres d'équipage s'éjecter. Dans certains cas, récupérés très rapidement. Le pilote
pilote d'un F-117A américain, avion invisible au passage, en 1999 a été récupéré en à peu près 8 heures par une soixantaine d'appareils qui ont fait une espèce de cavalerie de balais aériens considérable pour le protéger et le récupérer. Dans d'autres cas, comme hier, ça a duré 2 heures ou 3 heures. Ça s'est fait finalement très vite. Les Américains sont toujours prêts à ce genre de situation. Nous aussi, d'ailleurs, on a des moyens comparables et ils ont été très efficaces. Ça peut durer aussi des jours et des jours. Il y a des cas où ça a duré 6 jours, 8 jours, 10 jours. Et parce que si le pilote, si le navigateur a réussi à se faire récupérer par des gens capables de l'héberger et de ne pas le dénoncer, ben, il est peut-être bien planqué et il vaut mieux qu'il attende et qu'il laisse le soufflet retomber. Donc tout est imaginable. Il peut y avoir des hypothèses tout à fait positives. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand bien même il serait prisonnier, quand bien même il serait maltraité, ça n'arrêtera pas la guerre parce que dans aucun cas de figure, nous n'avons vu une guerre s'arrêter, ni en Bosnie, ni pendant la guerre du Golfe, etc. Ça n'arrêtera pas la guerre, ça fera une victime. C'est très triste, mais la guerre, ça tue des aviateurs, ça tue des soldats. Guillaume Ancel, Michel Poulacco évoquait, alors je vais vous laisser aussi peut-être lui répondre, mais il évoquait possiblement 6 à 10 jours où ce pilote peut tenir. Voilà, c'est à peu près ce qu'il est possible, ce qui est dans ces conditions-là. Alors écoutez, je ne savais pas que je tenais des positions idéologiques. Il se trouve que je parle d'expérience sur une mission de Search and Rescue, parce que moi j'ai participé à une mission de Search and Rescue dans la guerre des Balkans. Et vous voyez, ça s'est très très mal passé, parce que le capitaine américain qui s'appelait Tom O'Grady, en fait, on n'a jamais pu le récupérer. Et du coup, plus les jours ont passé, et plus on a malheureusement mis en danger, en risque des équipes qui devaient le récupérer, dont la mienne, et on a fini par renoncer. Et ça s'est terminé comment ? Les Américains ont été obligés de négocier avec les Serbes sa réédition. Comment ça s'est conclu ? Par le fait que les Américains ont renoncé à faire des frappes aériennes, et c'est comme ça qu'il y a eu le massacre de Srebrenica. Donc, pardon pour Michel, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, il me prend dans son viseur. Je dis juste que sur une mission de ce type, ce qui est très compliqué, c'est que si on ne récupère pas le copilote, et c'est le cas actuellement, on ne l'a pas récupéré, les Américains rentrent dans une zone de turbulence très forte, et si jamais le copilote est récupéré par les Iraniens, ce qui n'est pas encore fait, ben là, ça va être très compliqué pour un Donald Trump qui, justement, est dans la négociation de sortie de crise, parce qu'il aura sur la table une carte qui n'était pas dans sa manche et qui va être très compliquée à gérer. Voilà, c'est pas idéologique, c'est d'expérience. Anthony Bélanger sur les conditions de survie. Alors, justement, il y a... Guillaume Ancel a parfaitement raison de souligner que ça peut très très mal tourner. Il y a un fameux exemple en 2005 de l'armée américaine en Afghanistan qui était partie récupérer effectivement un de ses pilotes tombés dans une zone évidemment où opéraient les talibans, qui avait envoyé exactement le même type d'équipe qui doit être en ce moment à l'œuvre dans cette région. Et qui avait d'abord d'une part été tombé dans un piège des talibans. 4 officiers Marine SEAL avaient été tués à l'époque justement dans une embuscade tendue par les talibans parce qu'ils s'approchaient de la zone où était censé être ce pilote qu'il fallait récupérer, premièrement. Et deuxièmement, un hélicoptère avait été abattu qui avait fait 16 morts à l'époque au sein des équipes de Search and Rescue, c'est-à-dire de recherche et de sauvetage américaines. Donc ça peut très très mal tourner. C'est un moment très délicat. On sait aussi qu'en ce moment même, au moment où je vous parle, 2 vagues d'avions de transport de troupes, énormes vagues, sont en train de partir des États-Unis. La première est déjà partie, se trouve au-dessus de l'Europe. La deuxième est partie il y a quelque temps, est déjà partie aussi, se trouve à peu près au niveau du Labrador. En ce moment, elles sont toutes à destination du Moyen-Orient. Visiblement, ils font d'abord un arrêt par les bases britanniques. Donc potentiellement des troupes terrestres ? Des troupes terrestres qui viennent, alors pas forcément pour cette opération, mais en tout cas, quelque chose est en train de se passer qui est confirmé par le fait que si les Iraniens sont parvenus à abattre un F-15 et un A-10, qui sont 2 avions qui grosso modo, peuvent être utilisés. Le F-15 c'est le couteau suisse de l'armée américaine. Ça peut être utilisé en altitude, mais ça peut être aussi utilisé au sol, en attaque au sol. Ça veut dire qu'on est passé à une autre étape des opérations américaines, qu'on se rapproche du sol. Ce qu'avait dit Pete Hegseth il y a quelques jours, c'est que les B-52 pouvaient bombarder tant qu'ils voulaient. Il n'y avait plus de défense aérienne iranienne, plus de défense aérienne en altitude. Mais par contre, des défenses aériennes au niveau du sol, c'est ce que tente à montrer l'abattage de ce F-15, parce qu'il a été abattu, semble-t-il, avec un outil de défense aérienne à main.
portable, très difficile à repérer, et que donc il était en attaque, on attaque au sol, on approche au sol pour pouvoir attaquer au plus près du terrain. C'est ce qu'on appelle en termes militaires, enfin pas moi, les militaires américains appellent ça mowing the grass, c'est-à-dire tondre la pelouse avant éventuellement l'arrivée d'hommes sur le terrain. Donc grosso modo, on évacue, on essaye d'attaquer le plus possible d'objectifs au plus près du terrain avec un A10 qui est fait pour ça ou un F-15 qui est utilisé pour ça. Du coup, on les rend plus fragiles, à des systèmes de défense plus légers. Et c'est probablement ce qui s'est passé hier entre le A10 et le F-15. Et c'est l'arrivée en ce moment de ces troupes, de ces avions de transport de troupes, donc de commando, en 2 vagues venus des États-Unis et qui en ce moment seraient au sud de l'Europe, d'une part, et au-dessus des États-Unis, au-dessus du Labrador, d'autre part, montre bien que quelque chose de nouveau est en train de se préparer, qui s'appelle des troupes au sol, tout simplement. Rina Bassit. Oui, 2 choses. D'abord sur justement les dangers qu'on accepte en allant cherchant ces copilotes perdus. D'abord, j'ai déjà évoqué l'histoire de Ron Arad. Il y a des appels toutes ces années, quand il y avait des recherches pour essayer de retrouver son corps de la part de sa veuve, de la part de Tammy Arad, qui appelait le Premier ministre, il ne faut pas mettre en danger la vie des soldats pour ramener le corps de mon mari. Un appel extrêmement noble, bien sûr, de sa part. De l'autre côté, on a vu, il y avait des soldats israéliens qui étaient blessés, qui étaient même morts, en tentative d'essayer de récupérer justement des otages qui étaient détenus par Hamas à Gaza. Donc le risque est là. Le risque est là, mais il y a une sorte de contraste, si vous voulez, entre les peuples. C'est vrai pour les Israéliens, c'est vrai pour les Américains. J'imagine que c'est vrai aussi pour les Français. Si on envoie un pilote, il faut tout faire pour le récupérer, y compris des missions qui sont dangereuses et qui peuvent résulter avec une perte de vie. Et je voulais aussi dire une petite autre chose, parce qu'on a beaucoup parlé, est-ce qu'il y aura justement est-ce que les Américains vont opter pour des opérations commando sur sol? En fait, ramenant cette guerre à une autre étape. Mais là, si les Iraniens attrapent ces pilotes, c'est les Iraniens qui vont ramener la guerre à une autre étape, ça sera sur eux.